Les relations, dans leur essence, sont une danse entre deux personnes qui se choisissent mutuellement. Mais que se passe-t-il lorsque cette danse devient un fardeau, lorsque l'équilibre est rompu, lorsque l'un des deux commence à faillir? La réalité est que souvent, nous nous accrochons à ce qui ne nous sert plus, à ce qui ne nous apporte plus rien de positif, simplement par peur du changement, par le faux espoir que tout s'améliorera. Mais croyons-nous vraiment que les choses vont s'améliorer? La vérité est qu'elles ne le feront pas, du moins pas sans une action consciente et courageuse. Cette vidéo ne vient pas offrir un réconfort facile, ni des paroles vides qui vous font vous sentir mieux pour un moment. Non, c'est un appel à la réflexion, à affronter les décisions difficiles avec le sérieux qu'elles méritent. Car ce qui vous retient dans une relation qui ne vous sert plus, c'est précisément votre peur de couper ce qui est pourri, de prendre les rênes de votre vie. Il ne s'agit pas de fuir ou d'être faible, il s'agit de reconnaître quand le silence, l'éloignement et l'action consciente sont les seules réponses qui vous feront avancer. Il est temps d'arrêter de vivre dans le mensonge. Il est temps de prendre le contrôle de votre vie. Et cela commence par reconnaître quand il est temps de partir. Il n'y a plus de place pour continuer à donner des excuses ou des espoirs vides. Ensuite, je vous présente une liste de raisons, des situations qui nous montrent clairement quand il est temps de s'éloigner. Des raisons que, si vous êtes honnête avec vous-même, vous reconnaîtrez facilement. Commençons par la première. 1. Attentes irréalistes ou injustes de l'autre personne. Les attentes irréalistes sont comme une corde serrée qui, tôt ou tard, va t'étouffer. Au début de toute relation, il y a de la place pour rêver, pour imaginer un avenir ensemble. Mais que se passe-t-il lorsque ces attentes ne sont pas fondées sur la réalité? Lorsque ce que l'autre personne attend de toi est complètement insoutenable ou tout simplement impossible à réaliser. Il est temps de comprendre une fois pour toutes. Tu ne peux pas être ce que quelqu'un d'autre attend que tu sois, surtout si ces attentes te dépouillent de ton essence. Il n'y a pas d'excuse. Si tu te trouves constamment sous la pression de répondre à des demandes que tu n'es pas capable de satisfaire, si on te demande plus que ce que tu peux donner sans te perdre toi-même, c'est un signe clair que cette relation ne fonctionne pas. L'autre personne peut réclamer de l'amour, du temps, de l'attention ou des efforts sans reconnaître ce dont tu as besoin en retour. On te demande plus sans rien apporter. C'est un fardeau émotionnel, c'est une prison émotionnelle. Et le pire de tout, tu permets qu'on continue à t'y enfermer. Pourquoi continuer à s'efforcer de répondre à des attentes qui ne sont pas réalistes? Peut-être t'a-t-on dit que l'amour peut tout, mais c'est une fallacie. L'amour n'a rien à voir avec la servitude. L'amour n'exige pas des sacrifices qui te détruisent. Il ne cherche pas à limiter ta liberté ou ton bien-être émotionnel. Si ce qu'on te demande est de changer ton être, de cesser d'être toi pour devenir quelqu'un d'autre, alors, de quoi parlons-nous? Ce n'est pas une relation, c'est une condamnation déguisée en affection. Les attentes irréalistes ne sont pas seulement nuisibles, elles sont toxiques. Elles te transforment en une ombre de ce que tu étais. Elles te font douter de toi-même. Elles te poussent dans un abîme émotionnel dont il est difficile de sortir. L'autre personne peut ne pas le voir, ou peut-être ne s'en soucie-t-elle pas. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que tu es prête à accepter dans ta vie. Est-ce le genre d'amour que tu veux pour toi? Un amour qui te dévore, qui exige de plus en plus sans rien te donner en retour, seulement des promesses vides et des attentes impossibles. Ce n'est pas une relation, c'est un jeu de pouvoir où tu perds toujours. Il est temps d'être brutalement honnête avec toi-même. Les attentes irréalistes ne sont pas remplies. Et ce qui est pire, c'est que continuer à essayer de les remplir t'épuise, te vide, t'efface en tant qu'individu. Si tu ne peux pas être toi-même sans que l'autre personne te critique, te demande plus ou t'exige d'être quelqu'un d'autre, alors, que fais-tu là? Pourquoi permets-tu à quelqu'un de te faire sentir que tu n'es jamais assez? Le silence, dans ce cas, est un cri de libération.
C'est l'acte de mettre fin définitivement à la folie d'essayer de répondre à des demandes insoutenables. C'est le moment de dire « c'est fini, je n'ai rien à prouver à personne, ma valeur ne réside pas dans la satisfaction des attentes des autres ». Et cette décision est un acte de courage. Il ne s'agit pas de fuir, il s'agit de se libérer des chaînes de l'irréel. Et c'est là, à ce moment où tu reprends les rênes de ta vie, que tu commences à récupérer le contrôle qu'on t'a volé. Alors, la prochaine fois que tu sens que quelqu'un te met sous pression avec des attentes que tu ne peux pas remplir, pose-toi cette question. Est-ce que ça vaut la peine de continuer à me perdre moi-même pour quelqu'un qui ne comprend pas que je suis déjà assez tel que je suis? La réponse est claire, ça ne l'est pas. Et il est temps d'agir en conséquence. 2. Un cycle interminable de problèmes non résolus. Sais-tu ce qui est le pire pour ta tranquillité d'esprit? Rester coincé dans un cycle interminable de problèmes non résolus. Encore et encore, vous discutez, vous vous disputez, mais vous n'arrivez jamais à une véritable solution. Le même schéma se répète et le temps continue de passer, mais les choses ne s'améliorent pas. Cela te semble familier. Ce type de relation n'est rien de plus qu'une routine destructrice, un piège émotionnel dans lequel tu as été enfermé et que tu as choisi de maintenir. Mais ça suffit. Il est temps d'ouvrir les yeux. Il est facile de penser que les choses vont s'améliorer, que la prochaine fois sera différente, que la dispute d'aujourd'hui apportera enfin la solution. Mais ce n'est qu'une illusion. Si chaque fois que des problèmes surgissent, ils s'accumulent, sont cachés ou évités sans parvenir à une véritable résolution, alors c'est un signe clair que vous êtes tous les deux bloqués. La relation n'avance pas, et ce qui semble être une petite fissure devient un abîme qui continue de grandir. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien qui change, juste plus de la même chose, encore et encore. Veux-tu vraiment continuer à perdre ton temps? Le cycle des problèmes non résolus est comme un cercle vicieux qui te tire de plus en plus bas. Chaque fois que tu essaies de le résoudre, tu te rends compte que tu ne fais que repousser le problème plus loin, sans vraiment l'affronter. Il ne s'agit pas de discuter davantage ou d'essayer d'imposer tes points de vue. Il s'agit que vous soyez tous les deux prêts à trouver des solutions, à vous engager à résoudre ce qui ne va pas. Si cela n'arrive pas, alors tu es coincé dans une relation qui te consume. Est-ce vraiment ce que tu veux? Les paroles vides et les promesses brisées ne servent à rien. Ils disent qu'ils le résoudront la prochaine fois, qu'ils parleront plus calmement la prochaine fois, mais ces promesses ne sont jamais tenues. Tu continues simplement à tourner autour des mêmes problèmes, en espérant que quelque chose change. Mais cela n'arrive jamais. C'est un mensonge perpétuel. La frustration grandit, le ressentiment s'accumule, et tu continues à te perdre dans le processus. Et toi? Combien de temps vas-tu continuer comme ça? Combien de fois vas-tu permettre qu'on te mente et qu'on te tire vers le bas? C'est ici que tu dois prendre une décision radicale. Le problème ne se résoudra pas par magie, ni ne disparaîtra si tu continues à attendre. Le cycle continuera d'exister jusqu'à ce que tu décides de le couper à la racine. Vas-tu continuer à rester dans un endroit où les problèmes ne sont pas résolus, où il n'y a pas de progrès, où les paroles restent vides? Ou vas-tu arrêter de te mentir à toi-même et faire ce qui est nécessaire pour retrouver ta paix et ton sens de la direction? Le silence, dans ce cas, est une forme de libération. C'est le moment de s'éloigner de cette roue qui tourne sans fin. C'est la façon de faire savoir à tout le monde, y compris à toi-même, que tu n'es pas prêt à continuer à faire partie d'un cycle destructeur. Le silence est une coupure nette. C'est la décision de lâcher ce qui n'a pas de solution. Et même si cela fait mal, c'est le premier pas vers la liberté. Ne te mens plus à toi-même. Si le cycle des problèmes non résolus continue de se répéter encore et encore, il est temps d'être brutalement honnête avec toi-même. Il n'y a pas de solution là-bas, et la chose la plus saine que tu peux faire est de sortir avant d'être consumé. 3. Les mensonges qui te font douter de tout. Les mensonges sont du poison pur. Petits, grands, parfois déguisés en bonnes intentions, mais dans leur essence, tous ont le même effet. Ils érodent ta confiance, te font douter de toi-même, de ce que tu ressens et de ce qui se passe réellement.
Un mensonge n'est jamais juste un mensonge. C'est un amas de doutes qui s'accumulent, t'envahissent et finissent par détruire toute base de confiance que tu pourrais avoir. Et le pire, c'est que si tu continues à permettre à ces mensonges d'exister, tu te plongeras dans une mer d'incertitude et de désespoir. Te semble-t-il familier le sentiment d'être constamment trompé? Les mensonges ont cette capacité de devenir une ombre qui te suit, qui te fait tout remettre en question. Tu te demandes si ce qu'on te dit est réel, si l'autre personne est honnête avec toi, ou si tout fait partie d'une façade. Est-ce vraiment la relation que tu veux? Une où tout ce que tu fais est d'essayer de découvrir ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas? Tu mérites plus que de vivre dans un état de doute constant. Les mensonges ne sont pas seulement une tromperie envers toi, ils sont une insulte directe à ton intelligence et à ton intuition. Le fait que l'autre personne pense qu'elle peut mentir sans conséquence montre son manque de respect. Ce qu'on te dit n'est rien de plus qu'une tentative de manipulation. Chaque fois qu'on te dit un mensonge, on essaie de contrôler ta perception de la réalité. On façonne le monde pour qu'il corresponde à leur récit, pas au tien. Et cela est inacceptable. C'est déchirant quand tu commences à réaliser que tout ce qu'on t'a dit n'est pas vrai. Les promesses vides, les excuses, les justifications ne sont qu'un écran de fumée pour cacher ce qui se passe réellement. Le mensonge est l'arme la plus puissante utilisée pour te garder piégé, pour te faire sentir que tu as besoin de rester dans cette relation, pour que tu continues à chercher la vérité tout en te perdant dans le labyrinthe des fallacies. Et le plus dommageable dans tout cela, c'est qu'ils te font douter de ta propre perception, de ce que tu sais être vrai. Combien de fois t'es-tu dit « quelque chose ne va pas ici, mais peut-être que j'exagère ». Ça suffit. Tu n'as pas besoin de vivre comme ça. Tu ne peux pas laisser les mensonges continuer à infecter ta vie. Si tout ce que tu reçois sont des mensonges, si la vérité devient quelque chose d'optionnel, alors il n'y a pas d'avenir dans cette relation. Il est temps de couper le cordon, de t'éloigner de ce chaos émotionnel qui te maintient dans un doute constant. Et oui, c'est difficile, parce que les mensonges te font te remettre en question, te font sentir que peut-être tu n'es pas assez intelligent pour voir ce qui se passe. Mais il est temps de stopper ce cycle. Le silence, dans ce cas, est libérateur. C'est le cri muet de celui qui ne se laissera plus manipuler par de fausses promesses. C'est un acte de courage, une façon de rejeter le mensonge et de reprendre ton pouvoir. Tu n'as pas à continuer à faire partie d'un mensonge. La vérité, bien que douloureuse, te libérera toujours. Le mensonge ne fait que t'emprisonner. Il est temps d'ouvrir les yeux et de partir avant qu'il ne te consume. 4. Il commence à te manipuler émotionnellement. La manipulation émotionnelle est l'art sale de prendre tes émotions et de les utiliser contre toi. As-tu déjà senti que tout ce que tu fais n'est pas suffisant? Ou pire encore, que malgré tous tes efforts, tu finis toujours par te sentir coupable de quelque chose que tu n'as pas fait ou sur lequel tu n'as pas de contrôle? Ce n'est pas de l'amour ni de l'attention, c'est de la manipulation. Et quand tu te rends compte que tu es manipulé émotionnellement, c'est comme si tu étais pris dans un filet de mensonges et de culpabilité qui t'entraîne de plus en plus profondément. La manipulation émotionnelle n'a rien à voir avec l'amour véritable. Ici, il ne s'agit pas d'aider l'autre personne à grandir, à s'améliorer, ni de travailler ensemble en équipe. Non, il s'agit d'un jeu de pouvoir. Il s'agit de te faire sentir petit, de te faire douter de ta valeur, de tes décisions, et le plus dangereux de te faire croire que tout ce que tu fais est mal, que tout ce que tu ressens n'est pas valide, et que tout ce que tu penses est faux. Ce type de manipulation te consume lentement. Il te fait croire que ce qui compte vraiment, c'est de plaire à l'autre personne, que tes propres besoins, désirs et limites ne comptent pas. Cela te semble-t-il familier ? Combien de fois as-tu cédé juste pour éviter que l'autre personne se sente mal, juste pour éviter une dispute que tu sais sans fondement? Combien de fois as-tu sacrifié ta paix, ton bien-être, pour quelqu'un qui n'a jamais pensé à toi de la même manière? C'est un cycle constant de donner et de donner
tandis que l'autre personne ne fait que recevoir, sans jamais rien offrir en retour. Et le pire de tout, c'est que la manipulation émotionnelle est si subtile que parfois, tu ne sais même pas qu'elle se produit. Ils te convainquent que tout ce qui se passe est de ta faute, ils te font sentir que si quelque chose va mal, c'est parce que tu n'as pas fait assez, que si tu n'es pas heureux, c'est parce que tu ne réponds pas à leurs attentes. Soudainement, tes propres émotions et réactions deviennent un champ de bataille. Ils te font sentir que tu es le problème, que tu es celui qui ne sait pas comment gérer la relation, alors qu'en réalité, la seule personne qui manipule tout, c'est toi. C'est ici que tu dois mettre un frein. Tu ne peux pas permettre à quelqu'un de contrôler tes émotions, de jouer avec ton esprit et de te faire sentir que tu n'es pas assez. Tu n'es pas ici pour être l'objet de manipulation de personne. Tu es une personne de valeur, avec des droits, avec tes propres besoins, et tu ne dois pas céder au chantage émotionnel. Le silence, dans ce cas, est le seul cri qui compte. C'est la décision ferme de couper la manipulation avant qu'elle ne te détruise. C'est le moment de briser cette chaîne invisible qui te retient dans l'insécurité, la culpabilité et l'anxiété constante. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à personne. Et ce qui est plus important, tu n'as pas besoin de continuer à permettre qu'on te traite comme si tu étais moins qu'une personne digne de respect et d'amour véritable. Arrête de permettre qu'on te manipule. Reconnais la manipulation pour ce qu'elle est, une forme de contrôle qui n'a pas sa place dans ta vie. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'attention, c'est de l'abus déguisé en affection. Et il est temps de partir avant de devenir une victime de plus. 5. Le manque d'effort mutuel dans la relation. T'es-tu déjà demandé pourquoi tout semble reposer sur tes épaules? Pourquoi es-tu toujours celui qui fait le premier pas, qui fait l'effort, qui cherche la solution? Le manque d'effort mutuel dans une relation n'est pas seulement un signe d'usure, c'est une indication claire que quelque chose ne fonctionne pas. Dans n'importe quel lien, les deux doivent s'engager à travailler pour le même but, à contribuer de manière équitable. Mais quand une seule personne fait des efforts, tout devient déséquilibré et la relation commence à se faner. Et c'est alors que tu te rends compte que tu investis tout, alors que l'autre personne ne fait que consommer sans rien donner en retour. L'effort mutuel ne concerne pas seulement les paroles ni les promesses vides. C'est un travail constant, quotidien, qui se reflète dans les actions. Si tu es celui qui organise, qui prend soin, qui cherche des solutions, qui se sacrifie, mais que tu ne reçois jamais la même énergie en retour, il est temps de voir la relation pour ce qu'elle est vraiment. Unilatérale, toxique et épuisante. Une relation devrait être un espace de soutien, où les deux s'aident à grandir, où les efforts se complètent, où il y a réciprocité. Si seulement l'un des deux travaille à maintenir la relation, ce n'est pas une relation, c'est un fardeau. Ce type de dynamique épuise émotionnellement. Tu te sens invisible, tu te sens comme si tu cherchais constamment quelque chose que tu ne peux pas trouver, comme si tes efforts étaient vains. C'est comme si tu courais en cercle, dépensant de l'énergie sans rien accomplir. Et le plus destructeur, c'est que plus tu te donnes, plus le manque de réciprocité devient évident, ce qui te conduit à la frustration, au ressentiment et finalement à l'épuisement. C'est triste, mais c'est la réalité. Si l'un des deux n'est pas prêt à faire sa part, la relation n'a pas d'avenir. Les mots « je t'aime »,« je ferai mieux »,« je promets de changer » s'évanouissent lorsqu'ils ne se reflètent pas dans le comportement. Les promesses ne suffisent pas lorsqu'il n'y a pas d'action pour les soutenir. Le manque d'effort mutuel est le cancer d'une relation. Chaque jour qui passe, sans que les deux parties travaillent pour la même chose, chaque jour où tu restes à attendre le changement, tu permets à la relation de saigner à blanc. Alors, que fais-tu lorsque tu te rends compte que tu es le seul à te battre pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine? C'est simple. Tu arrêtes de te battre. Tu arrêtes de donner tout ton être à une cause perdue. Tu t'éloignes avant d'être dévoré. Car si tu continues à nourrir une relation où tu es le seul à faire des efforts, tu finiras par te perdre toi-même.
Le silence, dans ce cas, est libérateur. C'est l'acte de faire une pause, de prendre conscience que ce que tu as vécu n'est pas juste. Et même si ça fait mal, c'est le premier pas vers ta récupération, vers ta liberté émotionnelle. Ne continue pas à investir dans quelque chose qui ne te donne rien en retour. Reconnais ta valeur et ton droit d'être avec quelqu'un qui fait aussi des efforts, qui te valorise aussi. Parce que s'il n'y a pas d'effort mutuel, il n'y a pas d'amour véritable. Et ce qui compte vraiment, c'est ce qui te permet de grandir et de devenir meilleur, pas ce qui t'épuise et te tire vers le bas. 6. Se sentir constamment déprécié. Il n'y a rien de plus destructeur pour votre estime de soi que de se sentir constamment déprécié. C'est comme un couteau qui coupe lentement, une attaque silencieuse mais constante à votre dignité. Le dédain ne s'exprime pas toujours par des mots directs. Il se cache parfois dans les regards, dans les attitudes, dans les silences qui montrent clairement que vous n'êtes pas important. Peu importe combien vous donnez, combien vous vous efforcez, il semblera toujours que vous n'êtes pas suffisant. Vous serez toujours endetté, comme si ce que vous faites n'avait pas de valeur, comme si qui vous êtes n'était pas assez bon. Ce type de traitement n'est pas seulement douloureux, il est humiliant. Il vous enlève le sens de votre propre valeur. Il commence à vous faire douter de vous-même, à penser que peut-être vous n'êtes pas aussi capable, aussi précieux ou aussi digne d'amour que vous le pensiez. Vous commencez à vous habituer à vivre dans l'ombre de quelqu'un d'autre, sans que vos réalisations, vos efforts ou vos sentiments soient pris en compte. Vous devenez un accessoire, quelque chose de secondaire dans la vie de cette personne, tout en continuant à lutter pour gagner une place qu'ils ne vous donneront jamais. Se sentir déprécié est une forme de contrôle. C'est une tactique silencieuse pour réduire votre confiance, pour vous maintenir à un endroit où vous chercherez toujours la validation de l'autre, sans jamais la recevoir. Et même si vous le répétez encore et encore, même si vous vous convainquez que tout s'améliorera, la vérité est que cela ne changera jamais. Le dédain devient un modèle, une forme de communication tacite qui vous détruit sans que vous vous en rendiez compte. Et le pire de tout, c'est que lorsque vous êtes pris dans cette dynamique, il est difficile de le voir, il est difficile de reconnaître que vous méritez mieux. Mais il est temps de se réveiller. Si vous avez déjà senti que vos efforts n'étaient pas reconnus, que vos émotions étaient ignorées, que vous étiez toujours sous-estimé ou ridiculisé, il est temps de faire face à la réalité. On vous déprécie. Et le dommage que cela fait à votre bien-être émotionnel est profond. Ce n'est pas un petit ennui, c'est une blessure qui, avec le temps, va vous laisser des cicatrices. Si vous continuez à tolérer le dédain, vous vous condamnez à vivre dans une prison émotionnelle dont vous seul pouvez vous libérer. Le silence, dans ce cas, est la forme la plus puissante de cesser d'être victime de cette dynamique. C'est l'acte de faire un pas en arrière, d'arrêter d'essayer de prouver que vous avez de la valeur. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous valide, vous accepte ou vous respecte selon ses propres normes. Si une relation vous fait constamment sentir déprécié, alors cette relation n'a pas sa place dans votre vie. Vous n'êtes pas un projet de réhabilitation. Vous n'êtes pas un défi à résoudre. Vous êtes une personne digne de respect, et si vous ne recevez pas cela, il vaut mieux s'éloigner. Le dédain n'a pas sa place dans votre vie. Ne laissez pas les autres vous faire sentir petit. Vous êtes plus grand que les mots qui cherchent à vous blesser, plus grand que les actes qui tentent d'éteindre votre lumière. Reconnaissez votre valeur et éliminez tout ce qui vous fait sentir moins que ce que vous êtes. Le respect doit être mutuel, et si cela n'est pas présent, il est temps de couper à la racine. 7. La communication qui devient un monologue. La communication est la base de toute relation, et quand cette communication devient un monologue, quelque chose est profondément brisé. Une relation ne peut pas survivre si une seule personne a la parole, si une seule personne s'exprime, tandis que l'autre devient un spectateur passif. Il ne s'agit pas seulement de parler, il s'agit d'écouter, d'être écouté, que les deux parties partagent leur voix. Si tu te retrouves constamment à parler sans rien recevoir en retour, sans que ton opinion soit considérée, sans que tes sentiments soient validés, il est temps de faire face à une douloureuse vérité.
cette relation est déjà en train d'échouer. Le monologue n'est pas une conversation. Un monologue est un outil de contrôle. C'est la façon dont une personne impose son point de vue, son opinion, sa façon de voir les choses, peu importe ce que tu penses ou ressens. Il devient un discours unidirectionnel, une façon d'invalider tout ce que tu es. Il te force à écouter, mais ne te donne jamais l'espace pour t'exprimer. Et pendant que tu restes coincé dans cette dynamique, tu perds de plus en plus ta voix, ton identité, ta capacité à être écouté et compris. Tu deviens un objet passif, quelqu'un qui est présent seulement pour être modelé selon les besoins de l'autre personne. T'est-il déjà arrivé de te retrouver en train de parler, d'exprimer tes pensées, tes émotions, et l'autre personne ne t'écoute même pas? Peut-être qu'ils regardent leur téléphone, peut-être qu'ils acquiescent sans vraiment comprendre ce que tu dis. Peu importe combien tu parles, tu ne seras jamais vraiment écouté. Et cela, tôt ou tard, va miner ton esprit. Parce que quand tu sens que tes mots n'ont pas de valeur, que l'autre personne ne te donne pas l'espace pour partager, tu commences à perdre la motivation de continuer à essayer. Tu commences à tout garder à l'intérieur, à te taire, et ce qui était auparavant un flux naturel de communication devient un silence douloureux. La communication unidirectionnelle n'est pas seulement un symptôme d'une relation déséquilibrée, c'est une forme d'invalidation constante. On te dit, sans mots, que ce que tu penses n'a pas d'importance, que tes sentiments sont sans importance. Le monologue devient un mécanisme pour te faire taire, pour te faire sentir que ta voix n'a pas de poids et que tout tourne autour de l'autre personne. Mais ce n'est pas le cas. Personne n'a le droit de monopoliser une relation, de faire en sorte que tout ne concerne que ses pensées et opinions, sans place pour les tiennes. C'est ici que le silence peut être ta seule réponse puissante. Si tout ce que tu entends est un monologue, si on ne te donne jamais l'espace pour parler, la meilleure chose que tu peux faire est de couper la communication. Il ne s'agit pas de continuer à participer à une conversation où tes mots s'évanouissent dans l'air, où ton opinion n'a aucun impact. Il s'agit de retrouver ta dignité, de reconnaître que tu mérites d'être écouté, que tes pensées ont de la valeur et que, si cette relation ne te donne pas l'espace pour t'exprimer, alors ce n'est pas une relation, c'est une prison émotionnelle. Le silence est une forme de libération. C'est la réponse à l'absence de réciprocité, la façon dont tu te rappelles à toi-même que ta voix est importante. Ne continue pas à permettre que ta communication soit annulée. Si l'autre personne n'est pas disposée à écouter, alors il n'y a plus rien à faire. Il est temps de faire un pas en arrière et de reconnaître que ce qui compte vraiment, c'est ta paix, ta voix et ton droit d'être écouté. 8. Ressentiment et manque de pardon qui marquent la relation. Le ressentiment est comme un fardeau invisible qui s'accumule peu à peu, un rocher lourd qui te tire de plus en plus bas. On ne le voit pas, on ne le touche pas. Mais on le ressent à chaque mot non dit, à chaque regard fuyant, à chaque sifflement de tension qui parcourt l'air. Le ressentiment s'infiltre lentement, des blessures non cicatrisées au pardon non offert. Et quand il s'installe dans une relation, cette relation est déjà brisée, même si tu ne veux pas l'admettre, car le ressentiment et le manque de pardon ne pèsent pas seulement sur le présent, ils rongent l'avenir. Que se passe-t-il lorsque tu ne peux plus oublier ce qui s'est passé? Quand chaque erreur du passé revient à ton esprit comme un fantôme qui ne part jamais? Les blessures passées deviennent des cicatrices permanentes, marquant chaque interaction avec l'autre personne, comme si tout ce que tu faisais était terni par ce qui n'a pas été résolu. Le ressentiment est une ombre constante, une présence toxique qui t'empêche d'avancer, qui te maintient coincé dans le passé, sans te permettre de vivre dans le présent. Le manque de pardon est la racine de tout cela. Le pardon ne signifie pas que tu approuves ce qui a été fait, ni que tu oublies ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas d'excuser les erreurs, il s'agit de libérer ton âme du fardeau qui t'a été imposé. Mais lorsque cette personne refuse de pardonner, ou pire encore, refuse de demander pardon, la relation commence à s'effondrer. Sans pardon, la culpabilité et le ressentiment s'agrandissent, transformant toute interaction en un champ de bataille.
Chaque mot, chaque geste, chaque regard est teinté de ce poison non digéré. Peux-tu vraiment continuer avec quelqu'un qui refuse de lâcher prise sur ce qui s'est passé, qui continue à porter de vieilles blessures sans laisser de place à la guérison? C'est une relation condamnée à l'échec. Le ressentiment devient le maître de la dynamique, dictant ce qui peut et ne peut pas être fait, ce qui est dit et ce qui est tu, ce qui est ressenti et ce qui est réprimé. Et dans cet espace, il n'y a plus d'amour, seulement une guerre silencieuse qui use les deux cœurs. Le manque de pardon non seulement empêche la guérison, mais détruit aussi la confiance. Si tu n'es pas capable de pardonner, tu n'es pas capable de construire. La confiance, une fois brisée, ne peut être réparée sans un acte conscient de pardon, de lâcher prise sur le passé et de faire de la place pour un avenir différent. Si l'un des deux n'est pas prêt à faire cela, la relation est condamnée à répéter les mêmes cycles, à être coincée dans les mêmes schémas, jusqu'à ce qu'il ne reste que du vide et du ressentiment. Le silence, ici, devient la réponse la plus forte. Si tu te trouves entouré de ressentiment, si le manque de pardon domine la relation, il est temps de faire une pause. Tu n'as pas besoin de rester dans une dynamique où les blessures ne guérissent jamais, où le pardon est refusé et où le passé continue de dicter tes émotions. Si tu ne peux pas guérir ensemble, il est temps de te séparer. Le silence est l'espace nécessaire pour trouver la paix, pour laisser partir ce qui t'a opprimé et pour te rappeler que ton bien-être émotionnel doit être une priorité. Souviens-toi de ceci, tu ne peux pas avancer en portant le poids du ressentiment. Le pardon n'est pas pour l'autre personne, il est pour toi. Si tu ne peux pas le trouver, alors il est temps de fermer la porte. Le monde ne va pas s'arrêter parce que tu te sens mal. Il se fiche que tu sois fatigué, que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites ou que la vie t'ait frappé encore et encore. Tu peux pleurer, te plaindre et espérer que quelqu'un vienne te sauver, ou tu peux te supporter, lever la tête et faire ce que tu as à faire. La force mentale n'est pas un cadeau, c'est une guerre interne que tu mènes chaque jour. C'est l'art de contrôler le chaos en toi, de ne pas t'effondrer quand tout semble aller contre toi. Il ne s'agit pas d'être invulnérable, ni de prétendre que rien ne t'affecte. Il s'agit de développer la capacité de rester ferme lorsque la douleur serre, lorsque l'incertitude te ronge et lorsque la vie décide de te mettre à l'épreuve. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un outil de combat pour l'esprit. Il t'enseigne que la souffrance est inévitable, mais que la réaction est optionnelle, que l'adversité peut te détruire ou te transformer en quelque chose de plus fort, et que seul celui qui maîtrise ses émotions a un véritable pouvoir sur sa vie. Dans cette vidéo, tu vas découvrir comment forger un état d'esprit inébranlable. Nous allons briser les excuses, enterrer la faiblesse et construire une version de toi qui ne fléchit devant rien ni personne. Parce que le respect ne se demande pas, il se gagne. Et il se gagne avec l'attitude, la discipline et un contrôle absolu sur toi-même. Prépare-toi. Ceci n'est pas pour les faibles. 1. Apprends à voir la douleur comme une opportunité pour te renforcer. La douleur n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Mais la plupart des gens l'évitent, la craignent, la maudissent. Ils cherchent des distractions, se cachent derrière des excuses, cherchent quelqu'un pour leur dire que tout ira bien. Mais voici la vérité, personne ne viendra te sauver, personne ne portera ta souffrance, personne ne te doit rien. Tu peux t'asseoir et te lamenter, ou tu peux endurer et utiliser la douleur pour ce qu'elle est vraiment, un outil pour te renforcer. Chaque coup que tu reçois, chaque échec, chaque trahison, chaque déception est un test. Soit il te détruit, soit il te construit. C'est toi qui décides. Les personnes faibles s'effondrent face à la douleur. Ils pleurent, se paralysent, blâment les autres. Ils cherchent la vengeance, la compassion, les excuses. Mais les personnes fortes l'utilisent. Ils la transforment en carburant. Ils comprennent que la douleur n'est pas la fin du chemin, mais le début d'une transformation. Regarde l'histoire des stoïciens. Marc Aurèle a régné en temps de guerre et de peste. Épictète était un esclave qui a appris à contrôler son esprit quand il ne pouvait rien contrôler d'autre.
Sénèque a perdu sa richesse et sa position, mais il n'a jamais perdu sa philosophie. Aucun d'eux n'a eu une vie facile, mais aucun d'eux n'a abandonné. C'est la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent en arrière, leur attitude face à la souffrance. La plupart la voient comme une punition, mais les vrais guerriers la voient comme une opportunité. Une opportunité de se renforcer, de grandir, de se prouver à eux-mêmes. As-tu mal quelque part en ce moment? Bien, utilise-le. Ne cherche pas le réconfort, cherche l'apprentissage. Demande-toi, comment cela me rendra-t-il plus fort? Qu'est-ce que je peux apprendre de cela? Parce que voici la réalité, la douleur ne va pas disparaître. La vie te mettra toujours à l'épreuve, te prendra des choses, te fera sentir que tout est contre toi. Et si chaque fois que cela se produit, tu te brises, tu ne progresseras jamais. Mais si chaque fois que la douleur arrive, tu la transformes en une opportunité pour te soutenir, un jour, rien ne pourra te faire tomber. Regarde les personnes qui sont vraiment respectées. Je ne parle pas de ceux qui prétendent être forts, mais de ceux qui ont été forgés dans le feu. Ils n'ont pas atteint ce point parce que leur vie a été facile. Ils sont arrivés là parce qu'ils ont appris à supporter la douleur et à la transformer en pouvoir. Alors la prochaine fois que tu sens que la vie te frappe, ne fuis pas. Tiens bon, absorbe le coup, apprends. Parce que chaque cicatrice que tu accumules est une médaille d'honneur, une preuve que la douleur ne t'a pas vaincu. Tu as vaincu la douleur. 2. Souviens-toi que tu vas bientôt mourir. Vis sans regret. Pense à cela pendant un moment. Tu vas mourir. Il n'y a pas d'échappatoire, pas d'exception. Tôt ou tard, ton temps sera écoulé. Tu peux l'ignorer. Tu peux prétendre que tu as encore des décennies devant toi. Mais la réalité est que chaque seconde qui passe est une seconde de moins dans ta vie. Et que fais-tu de ce temps? Vis-tu vraiment ou existes-tu simplement? La plupart des gens passent leur journée à repousser leurs rêves, à remettre à un jour les choses qu'ils veulent vraiment faire. Ils ont peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de sortir du chemin que d'autres ont tracé pour eux. Mais à la fin, tout le monde finit au même endroit, 6 pieds sous terre. Et quand ce moment viendra, que penses-tu qu'ils ressentiront? Du regret. Les stoïciens vivaient avec une idée en tête, memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir, non pas comme une pensée dépressive, mais comme une façon de se réveiller, d'apprécier chaque jour comme si c'était le dernier. Parce qu'un jour, ce sera le cas. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui sont coincées dans la monotonie? Elles vivent le même jour encore et encore, espérant que quelque chose change sans rien faire pour cela. Elles repoussent leurs rêves, leur bonheur, leur vraie vie. Et le pire, c'est qu'elles pensent qu'elles ont du temps. Mais elles n'en ont pas. Pense aux choses que tu n'as pas faites par peur, les risques que tu n'as pas pris, les mots que tu n'as pas dit, les opportunités que tu as laissées passer. Maintenant, imagine que aujourd'hui est ton dernier jour de vie. Serais-tu encore paralysé par la peur? Attendrais-tu encore le moment parfait pour faire ce que tu veux vraiment? La mort ne devrait pas te faire peur. Ce qui devrait te terrifier, c'est d'arriver à ton dernier souffle en réalisant que tu n'as jamais vraiment vécu. Il y a des gens qui meurent à 80 ans, mais qui sont morts depuis leurs 30 ans. Ils ont passé leur vie enchaînés à un travail qu'ils détestaient, à des relations qui ne les satisfaisaient pas, à des excuses qui les empêchaient d'avancer. Ils sont devenus esclaves de leur propre routine. Et quand ils se rendent compte de leur erreur, il est déjà trop tard. Ne sois pas l'un d'eux. Tu as une seule chance dans ce monde. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne laisse pas la routine te consumer. Ne suis pas des ordres qui vont à l'encontre de ce que tu veux vraiment. Vise avec intensité, avec un but, avec détermination. Si quelque chose t'importe, fais-le maintenant. Si tu as un rêve, poursuis-le maintenant. Si tu veux dire quelque chose à quelqu'un, dis-le maintenant. Parce que quand tu seras sur ton lit de mort, tu ne te soucieras pas de ce que les autres penseront. Tu te soucieras de tout ce que tu n'as pas fait. Memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Et utilise cette pensée pour vivre avec force, sans excuse et sans regret.
3. Trouve le pouvoir dans le minimalisme mental. Simplifie tes soucis. L'esprit de la plupart des gens est en chaos. Des soucis inutiles, des peurs inutiles, des pensées qui ne servent à rien. Ils vivent tourmentés par des choses qui ne se sont même pas encore produites, portant le poids de problèmes qui n'existent que dans leur tête. Et cela les détruit. Pense à combien d'énergie tu dépenses à te soucier de ce que les autres pensent de toi. Combien de nuits as-tu perdu le sommeil à cause de problèmes qui, rétrospectivement, étaient insignifiants? Regarde combien de fois tu as souffert plus dans ton imagination que dans la réalité. Les stoïciens comprenaient qu'un esprit surchargé est un esprit faible. Épictète disait que ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous affectent, mais notre interprétation d'elles. Cela signifie que la plupart de tes problèmes ne viennent pas de ce qui se passe autour de toi, mais de la façon dont tu décides de le voir. Le minimalisme mental ne consiste pas à ignorer tout ou à être indifférent. Il s'agit d'éliminer l'inutile, d'arrêter de remplir ta tête de soucis absurdes, de filtrer les déchets mentaux qui t'empêchent de penser clairement. Pose-toi cette question, est-ce vraiment la peine de me soucier de cela? La plupart du temps, la réponse sera non. L'opinion des autres, peu importe. Le passé que tu ne peux plus changer, peu importe. Les petits désagréments du quotidien, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que tu peux contrôler. Tes actions, ta discipline, ton état d'esprit. Tout le reste n'est que bruit. Et si tu apprends à éliminer le bruit, ton esprit deviendra plus fort. Élimine l'obsession de ce que diront les autres. Tu ne pourras jamais contrôler l'opinion des autres, alors arrête d'essayer. Arrête de revivre le passé. Tu ne peux pas le changer, tu peux seulement en tirer des leçons. Ne te tourmente pas pour l'avenir. Tu peux seulement te préparer et affronter ce qui vient avec force. Quand tu simplifies tes soucis, tu deviens plus libre, plus léger, plus imparable. Tu ne perds pas d'énergie en stupidité, tu ne te noies pas dans des drames insignifiants, tu ne te paralyses pas avec des pensées inutiles. Regarde ceux qui ont atteint la grandeur. Ils ne se laissent pas distraire par des futilités, ils ne perdent pas de temps à se soucier de choses qu'ils ne peuvent pas changer. Ils concentrent leur esprit sur ce qui compte vraiment. Et si tu veux du respect, de la force et du contrôle sur ta vie, tu dois faire de même. Réduis le bruit, concentre-toi sur l'essentiel, parce qu'un esprit libre de soucis inutiles est un esprit invincible. 4. Ne lutte pas contre ce que tu ne peux pas changer. Coule avec, certaines choses sont sous ton contrôle, d'autres non. C'est la règle la plus basique de la vie. Mais la plupart des gens refusent de l'accepter. Ils se frustrent, se fâchent, s'épuisent à lutter contre l'inévitable. Ils veulent que le monde fonctionne selon leurs règles, mais la réalité ne leur doit rien. Pense à ceci. Combien d'énergie perds-tu à essayer de changer ce qui est hors de ta portée? Le climat, l'opinion des autres, le passé, le hasard, tout cela est incontrôlable, et pourtant, beaucoup se consument dans une bataille perdue contre l'inchangeable. Ils s'accrochent à l'idée que les choses devraient être différentes. Mais la réalité ne fonctionne pas avec des devraient. Elle fonctionne avec des faits, avec ce qui est, pas avec ce que tu aimerais qu'elle soit. Les stoïciens savaient que résister à la réalité est une forme d'autodestruction. Épictète l'a dit clairement, ne cherche pas à ce que les événements se passent comme tu le souhaites, mais souhaite que les événements se passent comme ils le feront, et ta vie ira bien. Cela signifie que lorsque quelque chose échappe à ton contrôle, la seule chose intelligente à faire est de l'accepter. Cela ne signifie pas être passif, ni se rendre à tout. Cela signifie canaliser ton énergie là où elle compte vraiment. Si tu perds ton travail, concentre-toi sur la recherche d'un autre au lieu de te plaindre. Si quelqu'un te trahit, apprends la leçon au lieu de te noyer dans la haine. Si la vie te met une barrière, cherche un moyen de la franchir au lieu de maudire ta chance. La frustration vient de la résistance. La souffrance se multiplie lorsque tu refuses d'accepter ce qui est. La clé est de couler avec la réalité au lieu de lutter contre elle. Regarde l'eau.
Elle ne se bat pas contre les rochers, elle les contourne. Elle ne s'arrête pas devant les obstacles, elle les traverse. La vie fonctionne de la même manière. Si tu te heurtes à un mur et que tu continues à le frapper en espérant qu'il disparaisse, tu ne feras que te détruire. Mais si tu t'adaptes, si tu trouves une autre route, rien ne pourra t'arrêter. Tu ne peux pas contrôler tout ce qui se passe, mais tu peux contrôler ta réaction. Et c'est cela qui définit vraiment ta force. Les personnes les plus résistantes ne sont pas celles qui tentent de manipuler chaque aspect de leur vie. Ce sont celles qui savent quand lâcher prise, quand accepter, quand se mouvoir avec le flux du monde, au lieu de rester coincées dans leur propre orgueil. Accepter ce que tu ne peux pas changer n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Cela signifie que tu comprends que la réalité ne se plie pas aux caprices. Que, au lieu de te plaindre de la tempête, tu apprends à naviguer sous la pluie. Si quelque chose échappe à ton contrôle, laisse-le partir. Concentre ta force sur ce que tu peux changer. Utilise chaque obstacle comme une opportunité pour t'améliorer. Ne gaspille pas ton énergie dans des guerres que tu ne peux pas gagner. Résister à l'inévitable ne fait que t'affaiblir. Accepter la réalité et te mouvoir avec elle te rend invincible. 5. Sois imperturbable face à la critique et à la provocation. Le respect ne s'obtient pas en réagissant comme un animal chaque fois que quelqu'un t'attaque. Il s'obtient en démontrant que personne n'a de pouvoir sur toi. Et cela signifie être imperturbable. Ne pas réagir avec colère, ne pas se laisser entraîner par l'opinion des autres, ne pas perdre son calme face aux provocations. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont esclaves de leur ego. Ils ne supportent pas que quelqu'un les critique, les défie, que quelqu'un ne pense pas comme eux. Ils se vexent facilement. Ils répondent avec colère. Ils sont désespérés de prouver qu'ils ont raison. Sais-tu ce qu'ils démontrent avec ça? La faiblesse. Quand quelqu'un est vraiment fort, il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Ne perds pas de temps à discuter avec des imbéciles. Il ne s'épuisera pas dans des combats absurdes, parce qu'il comprend que l'opinion des autres ne définit pas sa valeur. Les stoïciens le savaient. Marc Aurèle, en tant qu'empereur, a été critiqué, insulté et trahi, mais il n'a jamais réagi avec une colère incontrôlée. Il savait que perdre le contrôle, c'est donner du pouvoir aux autres. Sénèque a écrit que celui qui se met en colère à cause des paroles d'un autre devient son esclave. Maintenant, 10 centimes. Combien de fois es-tu tombé dans ce jeu? Combien de fois t'es-tu abaissé à discuter avec quelqu'un qui n'en vaut pas la peine? Combien de fois as-tu laissé un commentaire gâcher ta journée? Chaque fois que tu réagis sans contrôle, tu donnes ton pouvoir à un autre. Si quelqu'un t'insulte, laisse-le parler. Si quelqu'un te sous-estime, qu'il le fasse. Si quelqu'un essaie de te provoquer, regarde-le avec indifférence. Parce que lorsque tu ne réagis pas, tu démontres une maîtrise absolue de toi-même. L'imperturbabilité ne signifie pas être indifférent à tout. Cela signifie que personne ne peut te sortir de ton centre. Que tu n'es pas perturbé par les bêtises des autres. Que ton esprit t'appartient et n'est pas à la portée de n'importe qui. Pense à un guerrier au milieu d'une bataille. S'il perd son calme, s'il attaque avec une fureur aveugle, il devient vulnérable. Mais s'il garde la tête froide, il est invincible. Il en va de même dans la vie. Si chaque mot, chaque critique, chaque provocation réussit à te faire perdre le contrôle, tu donnes ta force. Le respect ne se demande pas en criant plus fort. Il s'impose avec calme, avec contrôle, avec une présence qui ne se brise pas. La prochaine fois que quelqu'un essaiera de te provoquer, regarde-le, souris et continue ton chemin. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es trop fort pour tomber dans son jeu. Maîtrise tes émotions, maîtrise ton esprit et personne ne pourra te dominer. 6. Ne laisse pas l'opinion des autres contrôler ta vie. Si tu vis en cherchant l'approbation des autres, tu ne seras jamais libre. La plupart des gens sont esclaves de ce que les autres pensent d'eux. Ils s'habillent comme on leur dit, parlent comme on s'attend à ce qu'ils parlent, prennent des décisions basées sur la peur du qu'en dira-t-on. Et dans le processus, ils se perdent eux-mêmes. Pense à ceci. Combien de choses as-tu arrêté de faire par peur d'être jugé?
Combien de fois as-tu réprimé ce que tu voulais vraiment juste pour t'intégrer? Combien d'opportunités as-tu laissé passer parce que tu avais peur de ce que les autres pourraient penser? Ce n'est pas une façon de vivre, c'est une cage. Les stoïciens comprenaient que l'opinion des autres n'est que du bruit. Épictète disait que si tu te soucies de ce que pensent les autres, tu seras leur prisonnier. Et il avait raison. La validation externe est une drogue. Elle te fait te sentir bien pour un moment, mais ensuite elle te laisse vide, dépendant toujours de l'approbation des autres pour te sentir précieux. Et que se passe-t-il quand tu ne l'obtiens pas? Elle te détruit. Regarde les personnes que tu respectes vraiment. Ce ne sont pas celles qui essaient de plaire à tout le monde. Ce sont celles qui font ce qu'elles ont à faire sans se soucier du bruit extérieur. Prends n'importe quelle personne qui a accompli quelque chose de grand. Elles ont toujours été critiquées. Il y avait toujours des gens pour leur dire qu'elles ne pouvaient pas, qu'elles avaient tort, qu'elles n'étaient pas assez bonnes. Mais elles ont continué, parce qu'elles savaient que la seule voix qui compte vraiment est la leur. Maintenant 10 centimes, vas-tu continuer à laisser les opinions des autres dicter ton chemin? Chaque fois que tu changes qui tu es pour plaire à quelqu'un, tu perds une partie de toi. Chaque fois que tu arrêtes de faire quelque chose que tu veux vraiment par peur d'être jugé, tu t'affaiblis. Je ne dis pas que tu dois ignorer tous les conseils ou les retours d'informations, mais il y a une différence entre écouter les opinions et être contrôlé par elles. Apprends à filtrer. Écoute seulement ce qui apporte vraiment, ce qui vient de personnes qui ont construit quelque chose, qui ont surmonté des obstacles. Et le reste, jette-le. Parce qu'à la fin de la journée, personne ne va vivre ta vie pour toi. Personne ne va payer le prix de tes regrets. Si tu vis pour plaire aux autres, un jour tu te rendras compte que tu n'as jamais vraiment vécu. Fais ce que tu as à faire. Prends les décisions que tu crois correctes et laisse les gens être capables. Parce que l'opinion des autres ne vaut pas plus que ta propre volonté. Sois maître de ta vie, ou quelqu'un d'autre le sera pour toi. 7. Apprenez à dire non sans culpabilité ni peur. Si tu ne sais pas dire non, tu seras un esclave des attentes des autres. Tu passeras ta vie à réaliser les désirs des autres, à prioriser leurs besoins et à négliger les tiens. Et le pire, c'est que personne ne te remerciera pour cela. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu voulais vraiment dire non? Combien de fois as-tu accepté de faire quelque chose juste pour éviter le conflit? Chaque fois que tu le fais, tu perds du pouvoir, non pas parce qu'aider les autres est mauvais, mais parce que ton temps et ton énergie sont limités. Et si tu les donnes sans contrôle, un jour tu te rendras compte qu'il ne reste rien pour toi. Les stoïciens comprenaient cela parfaitement. Ils savaient qu'une vie bien vécue ne repose pas sur le fait de faire ce que les autres attendent de toi, mais sur le fait de faire ce qui compte vraiment. Sénèque disait que la plupart des gens gaspillent leur vie en choses insignifiantes, en engagements sans sens, en obligations qu'ils n'auraient jamais dû accepter. Et tout cela parce qu'ils ne savent pas dire non. Le problème est que beaucoup pensent que dire non est égoïste, sans amour. Égoïste est celui qui attend que tu sacrifies ton bien-être pour ton confort. Égoïste est celui qui se fâche parce que tu n'as pas fait ce qu'il voulait. Avoir le contrôle de ton temps n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence. Apprendre à dire non ne signifie pas devenir indifférent ou insensible. Cela signifie savoir établir des limites. Si quelqu'un te demande quelque chose que tu ne veux pas faire, dis non. Si une relation te vide, dis non. Si un engagement n'apporte rien à ta vie, dis non. Et ne te sens pas mal pour cela. Tu ne dois d'explication à personne. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à chercher des excuses pour te faire bien voir. Un simple non suffit. Et si quelqu'un se fâche, c'est son problème, pas le tien. Les personnes les plus fortes et respectées ne sont pas celles qui disent toujours oui. Ce sont celles qui savent prioriser leur temps, leur énergie et leur bien-être. Et si quelqu'un ne comprend pas cela, c'est parce qu'il ne se souciait que de ce qu'il pouvait obtenir de toi. Alors arrête de mettre les besoins des autres avant les tiens. Ta vie est à toi, et si tu ne la défends pas, il y aura toujours quelqu'un prêt à profiter de toi. Dis non sans culpabilité, non sans peur, parce que chaque fois que tu le fais, tu deviens plus fort.
8. Transforme chaque échec en un outil d'apprentissage. L'échec n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus grand. Mais la plupart des gens ne le comprennent pas. Ils abandonnent, ils ont honte, ils se cachent, comme si se tromper était une condamnation, alors qu'en réalité, c'est la seule véritable façon de grandir. Regardez les gens que vous admirez le plus. Ils n'ont pas atteint leur position sans tomber 1000 fois avant. Les stoïciens savaient que la souffrance et l'erreur sont inévitables. Marc Aurèle a fait face à des défaites à la guerre. Sénèque a souffert de l'exil. Épictète était un esclave qui a tout perdu. Mais aucun d'eux n'a laissé l'échec les définir. Ils l'ont utilisé. Ils l'ont transformé en une leçon. Le problème n'est pas d'échouer. Le problème est de ne rien apprendre de cela. Pensez à combien de fois vous vous êtes arrêté par peur de vous tromper. Combien d'opportunités avez-vous laissé passer juste parce que vous ne vouliez pas vous voir comme un échec? Et qu'avez-vous gagné avec ça? Rien. Vous avez seulement stagné votre propre croissance. Échouer n'est pas humiliant. Ce qui est humiliant, c'est de rester stagnant. Chaque fois que vous échouez, vous avez deux options, pleurer ou analyser. La plupart choisissent de pleurer. Ils se plaignent, s'apitoient sur leur sort, se convainquent qu'ils n'ont jamais été assez bons. Mais les forts font le contraire. Ils s'arrêtent, observent leur erreur et se demandent « Que puis-je faire mieux la prochaine fois ?» Parce que c'est la clé. Chaque erreur vous donne des informations précieuses. Mais si vous vous enfoncez seulement dans l'échec au lieu de l'utiliser, c'est de votre faute. Peu importe combien de fois nous tombons. Ce qui compte, c'est que chaque fois que vous vous relevez, vous le faites avec plus de connaissances et plus de force. Regardez n'importe quelle personne réussie, peu importe le domaine. Affaires, sport, art, leadership, tous ont quelque chose en commun. Ils ont échoué plus de fois que quiconque peut compter. Mais ils ont continué. Non pas parce qu'ils étaient spéciaux, mais parce qu'ils ont compris que chaque erreur est une opportunité d'amélioration. Si quelque chose ne s'est pas bien passé, analysez. Si un plan a échoué, ajustez. Si vous vous trompez, apprenez. Mais ne restez pas au sol. Ne vous enfoncez pas dans l'auto-apitoiement. Échouer ne vous rend pas faible. Abandonnez, oui. Pensez à un guerrier en bataille. Si on lui transperce la peau avec une épée, que fait-il? Reste-t-il au sol en pleurant? Non. Il se lève, observe le coup, apprend de son erreur et continue de se battre. C'est ainsi que vous devez voir l'échec. Non pas comme une défaite, mais comme une blessure qui vous rappelle que vous êtes toujours dans la lutte. Si chaque chute vous rend plus fort, viendra le jour où personne ne pourra vous arrêter. Alors, la prochaine fois que vous faites face à une erreur, demandez-vous ce que vous pouvez en tirer. Ne fuyez pas, n'ayez pas honte, profitez de chaque chute comme d'une marche supplémentaire dans votre croissance. Parce que si vous apprenez de chaque erreur, vous deviendrez inarrêtable. 9. Choisis la logique plutôt que l'émotion dans les moments difficiles. Quand la pression monte, la plupart des gens réagissent avec émotion plutôt qu'avec raison. Ils se laissent emporter par la colère, la peur, l'anxiété. Ils perdent le contrôle. Et quand tu perds le contrôle, tu prends de mauvaises décisions. Regarde autour de toi. Les gens qui échouent ne sont généralement pas les plus faibles en soi, mais ceux qui ne savent pas se maîtriser. Ce sont ceux qui explosent quand les choses ne se passent pas comme ils le souhaitent. Ceux qui prennent des décisions impulsives et qui le regrettent ensuite. Ceux qui laissent la peur dicter leur chemin. Ils sont prisonniers de leurs émotions. Mais voici la vérité. Les émotions ne sont pas fiables. Elles sont volatiles, changent avec le moment, s'intensifient dans le chaos. Si tu prends des décisions basées sur ce que tu ressens sur le moment, tu seras condamné à un cycle d'erreurs. Les stoïciens comprenaient cela. Ils ne rejetaient pas les émotions, mais ne les laissaient pas non plus gouverner leur vie. Ils savaient qu'un esprit calme est plus puissant qu'un esprit perturbé. Marc Aurèle a écrit que la meilleure vengeance contre une insulte est l'indifférence. Épictète enseignait que l'émotion incontrôlée est une chaîne qui t'empêche d'agir avec sagesse. Le véritable pouvoir n'est pas de réagir, mais de décider comment réagir. Maintenant dis-moi, combien de fois as-tu dit quelque chose dans un moment de colère et ensuite tu l'as regretté? Combien de fois as-tu laissé la peur te paralyser?
Combien de fois as-tu pris une mauvaise décision parce que tu étais trop perturbé pour penser clairement? Chaque fois qu'une émotion forte te domine, détends-toi. N'agis pas immédiatement. Ne parle pas sans réfléchir. Ne laisse pas la chaleur du moment décider pour toi. Si quelqu'un t'insulte, ne réagis pas avec colère, réponds avec intelligence. Si l'anxiété te dit que tout va mal se passer, ne l'écoute pas, analyse les faits. Si tu ressens de la peur, ne l'utilise pas comme excuse pour reculer. Utilise-la comme signal pour avancer avec stratégie. La plupart sont esclaves de leurs émotions. Les forts les contrôlent. Cela ne signifie pas qu'ils ne ressentent pas, cela signifie qu'ils ne laissent pas ce qu'ils ressentent dicter leur destin. Dans les moments difficiles, la logique doit être ton épée et ton bouclier. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu ressens, pense avant d'agir. Parce que celui qui se laisse emporter par l'émotion est faible, mais celui qui agit avec un esprit calme est invincible. Maîtrise tes émotions ou elles te domineront. 10. Sois l'observateur de tes pensées, pas leur esclave. Ton esprit peut être ta plus grande force ou ta pire prison. C'est toi qui décides. La plupart des gens vivent piégés dans leur propre tête. Leurs pensées les dominent, les entraînent, les détruisent de l'intérieur. Ils se noient dans des peurs qui ne sont pas réelles, dans des souvenirs qui n'existent plus, dans des doutes qui ne servent qu'à les affaiblir. Ils sont prisonniers de leur propre esprit. Et le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que ce sont leurs pensées. Ils pensent que ce que leur tête leur dit est la vérité absolue, alors qu'en réalité, ce n'est que du bruit. Ces voix dans ta tête qui te disent que tu n'es pas assez bon, que tu ne peux pas, que tu vas échouer, sont des mensonges. Ce ne sont que les résidus d'insécurité, de peur implantés par des expériences passées, par des personnes qui n'ont jamais rien accompli et qui ont projeté leur faiblesse sur toi. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Marc Aurèle a écrit que ce ne sont pas les événements qui nous affectent, mais notre interprétation d'eux. Cela signifie que la véritable bataille n'est pas à l'extérieur, elle est en toi. Mais la plupart ne mènent pas cette bataille. Ils se rendent sans combattre. Ils s'identifient à chaque peur, à chaque doute, à chaque pensée négative qui apparaît dans leur esprit. Et c'est là qu'ils perdent. Ton esprit génère constamment des pensées. Certaines sont utiles, la plupart sont des déchets. Et si tu n'apprends pas à filtrer, si tu ne développes pas la capacité d'observer ton esprit au lieu d'être entraîné par lui, tu seras condamné. La différence entre ceux qui réussissent dans la vie et ceux qui restent coincés dans la médiocrité n'est ni la chance ni le talent. C'est le contrôle qu'ils ont sur leur propre tête. Imagine tes pensées comme des nuages dans le ciel. Certaines sont claires, d'autres sont sombres, certaines sont des tempêtes, mais aucune ne reste pour toujours. Tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. Le problème est que la plupart vivent piégés dans les nuages, sans se rendre compte qu'ils peuvent simplement les laisser passer. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, observe-la, mais ne t'y réfère pas, ne la nourris pas. Ne la transforme pas en une histoire plus grande qu'elle ne l'est. Regarde-la simplement et laisse-la partir. Si ton esprit te dit que tu n'es pas assez bon, défie cette croyance. Demande d'où elle vient, quelle preuve réelle elle a. Si c'est un fait ou juste une histoire qu'on t'a racontée pendant des années. Parce que si tu ne remets pas en question ton esprit, il te contrôlera. Les personnes les plus fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais de pensée négative. Ce sont celles qui ne se laissent pas contrôler par elles. Cela ne signifie pas les ignorer, mais les reconnaître sans les laisser définir leur réalité. Elles pensent avant de croire. Si tu nourris des pensées de faiblesse, tu deviendras faible. Si tu répètes dans ton esprit des histoires d'échecs, tu agiras comme un perdant. Mais si tu t'entraînes à choisir des pensées qui te renforcent, tu deviendras imbattable. Cela ne se fait pas en un jour, c'est un entraînement quotidien. Mais commence maintenant. Chaque fois qu'une pensée négative apparaît, remets-la en question. Il n'y a pas de réactions automatiques. Regarde-la, analyse-la et décide ensuite si elle mérite ton attention ou si tu la laisses partir. Les stoïciens savaient que l'esprit peut être ta meilleure arme ou ton pire ennemi. Ils savaient que la véritable maîtrise n'est pas de contrôler le monde,
mais de contrôler comment on y réagit. Le respect, la force, l'autodiscipline, tout commence dans l'esprit. Tu ne peux pas être fort si tu es esclave de tes propres pensées. Tu ne peux pas avancer si chaque obstacle devient une excuse pour douter de toi-même. C'est pourquoi, chaque fois que tu sens que ta tête t'entraîne vers l'anxiété, le doute, la faiblesse, arrête-la. Chaque mot que vous dites, chaque pensée que vous nourrissez, chaque émotion que vous montrez et chaque centime que vous dépensez construit la personne que vous êtes. Pas ce que vous dites être, pas ce que vous aimeriez être, mais ce que vous projetez réellement au monde. La plupart des gens vivent sans contrôle sur eux-mêmes, pris dans un cycle d'impulsion et de regret. Ils parlent sans réfléchir, laissent leur esprit les intoxiquer, se noient dans des émotions faibles et gaspillent ce qu'ils ont sans mesurer les conséquences. Et quand le monde ne les respecte pas, ils s'indignent, comme si le respect était un cadeau et non quelque chose à gagner. La maîtrise de soi est ce qui sépare les forts des faibles. Il ne s'agit pas de talent, ni de chance, ni d'intelligence. Il s'agit de contrôler sa bouche avant de dire quelque chose que l'on regrettera plus tard, de former l'esprit comme un soldat, sans le laisser devenir un ennemi, de dompter les émotions avant qu'elles ne ruinent les relations, les opportunités et les décisions, de gérer l'argent avec stratégie, au lieu de le laisser dicter le cours de la vie. Ici, il n'y a pas de place pour les excuses ou le victimisme. Il ne s'agit pas de se sentir mieux, mais d'être meilleur. Et pour cela, le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est une arme. Il n'est pas fait pour les rêveurs qui espèrent que le monde les traitera bien, mais pour ceux qui sont prêts à s'imposer face à la réalité et à prendre le contrôle. Ce qui suit n'est pas de la théorie, c'est de l'entraînement. Hugun, répétez mentalement comment vous réagiriez en cas de crise avant qu'elle ne se produise. Un soldat ne se met pas à aiguiser son épée lorsque l'ennemi est déjà à la porte. Un navigateur n'attend pas que la tempête le frappe pour apprendre à manœuvrer son bateau. Mais dans la vie, la plupart agissent ainsi, improvisant au milieu du chaos, espérant que l'adrénaline leur donne des réponses qu'ils n'ont jamais entraînées. Et ensuite, lorsqu'ils échouent, ils blâment la malchance. Le chaos ne respecte ni les plans ni les humeurs. Il ne demande pas si vous êtes prêt. Il apparaît simplement et balaye tout ce qui n'est pas solide. Et lorsque cela se produit, la différence entre quelqu'un de fort et quelqu'un de fragile est la préparation mentale. Il ne s'agit pas d'optimisme, ni de croire que tout passera. Il s'agit d'anticiper et d'entraîner l'esprit pour que, lorsque le feu arrive, la réaction ne soit pas la panique, mais la stratégie. La philosophie stoïcienne le rend clair. N'attendez pas que la vie soit facile. Ne supposez pas que tout ira bien. Au lieu de cela, répétez mentalement les scénarios qui pourraient se déstabiliser. Pensez aux insultes que vous pourriez recevoir, à la trahison de quelqu'un de proche, à l'échec d'un projet dans lequel vous avez mis tout votre effort. Imaginez que cela se produit, ressentez-le dans votre esprit et décidez, avant que cela n'arrive, comment vous allez réagir. Ne laissez pas la surprise dicter votre comportement. Si le coup arrive et que vous êtes prêt, c'est vous qui le contrôlerez, pas l'inverse. Les faibles attendent que la crise les frappe pour voir comment ils réagissent. Les forts ont déjà été là avant dans leur esprit des centaines de fois. Et lorsque la tempête arrive enfin, ils agissent avec le calme d'un chirurgien en pleine opération. Ils ne crient pas, ils ne paniquent pas, ils ne prennent pas de décisions stupides. Ils savent que le contrôle est le pouvoir, et le pouvoir ne s'improvise pas. Il se forme. Ce principe ne s'applique pas seulement en temps de crise, mais dans le contrôle de chaque aspect de la vie. Celui qui entraîne son esprit maîtrise ses paroles. Celui qui anticipe sa réaction évite d'exploser comme un enfant. Celui qui comprend les risques ne prend pas de décisions financières impulsives. Celui qui se voit sous pression avant qu'elle ne se produise développe une présence inébranlable qui impose le respect. Celui qui se prépare ne se plie jamais, et celui qui ne se plie jamais finit par dominer sa vie. 2. Élimine un mot de plainte de ton vocabulaire pour une semaine. Les mots ne sont pas seulement du bruit, ce sont des commandes qui façonnent ton état d'esprit et ton destin. Si tu parles comme une personne faible, tu penseras comme une personne faible.
et tu agiras comme une personne faible. Et s'il y a quelque chose qui affaiblit plus que tout, c'est l'habitude de se plaindre. Les plaintes ne résolvent rien, ne te rendent pas plus fort, ne te rapprochent d'aucune solution. Elles ne servent qu'à une chose, justifier la médiocrité. La plainte est le refuge de ceux qui ont décidé d'abandonner sans l'admettre. C'est le cri silencieux de l'impuissance, une tentative pathétique de faire pitié au monde. Mais le monde ne fonctionne pas comme ça. Personne ne te respecte pour te plaindre. Personne n'admire celui qui passe sa vie à dire que tout est injuste, qu'il est fatigué, qu'il ne peut plus. La différence entre une personne forte et une personne faible ne réside pas dans ce qu'elle affronte, mais dans la manière dont elle répond. Et la première réponse qui définit le caractère est le langage. Si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, commence par contrôler ce qui sort de ta bouche. Fais une expérience, choisis un mot de plainte et élimine-le pendant une semaine. Ne dis pas que quelque chose est impossible, ne dis pas que tu ne peux pas, ne dis pas que tu es fatigué, ne dis pas que c'est injuste. À la place, remplace la plainte par l'action. Si quelque chose est difficile, affronte-le. Si quelque chose ne te plaît pas, change-le ou accepte-le sans drame. Si tu ressens le besoin de te plaindre, détends-toi. Respire, trouve une solution ou continue en silence. Cet exercice n'est pas symbolique, c'est une reprogrammation mentale. Parce que si tu ne peux même pas contrôler ce que tu dis, comment vas-tu contrôler autre chose dans ta vie? Les mots que tu choisis déterminent le niveau de respect que tu projettes. Parle comme quelqu'un qui est aux commandes, et peu à peu, tu commenceras à vivre comme tel. Les stoïciens le savaient bien. Se plaindre est une perte de temps et d'énergie. Ne gaspille pas de mots sur ce que tu ne peux pas changer. Ne nourris pas ton auto-apitoiement avec des phrases faibles. Parle avec la clarté et la détermination de quelqu'un qui n'a pas besoin de validation. Et observe comment, en changeant ton langage, ton attitude change aussi. Les plaintes sont comme des trous dans la coque d'un bateau. Chacune d'elles permet de diminuer un peu plus ton potentiel. Bouche la fuite, une semaine sans plainte, action en solitaire, et tu verras ce qui se passe quand tu décides que le seul langage autorisé dans ta vie est celui de la force et de la solution. 3. Écris tes soucis sur un papier et déchire-le à la fin de la journée. L'esprit est un champ de bataille. Chaque jour, des milliers de pensées le traversent comme des armées en guerre, certaines utiles, d'autres destructrices, mais la plupart ne sont que du bruit. Si tu ne les contrôles pas, elles te domineront. Elles te paralysent, te drainent de ton énergie, te plongent dans des soucis inutiles. Le pire, c'est que beaucoup d'entre elles ne sont même pas réelles. Ce sont des problèmes amplifiés par ton propre esprit, des scénarios catastrophiques qui n'arrivent jamais, des fantômes qui n'existent que parce que tu leur donnes du pouvoir. Si tu veux maîtriser ton esprit, tu dois apprendre à le vider. Et l'une des méthodes les plus efficaces est d'écrire. Pas dans une tentative poétique de se défouler, pas avec l'intention de le relire plus tard et de se vautrer dans sa propre misère. Écrire pour libérer, pour lâcher prise, pour comprendre que la plupart de ce qui te préoccupe est sans importance. Et ensuite, à la fin de la journée, le détruire. Prends une feuille de papier. Note chaque chose qui te ronge de l'intérieur. Écris-le avec brutalité, sans filtre. L'inquiétude pour l'argent, la dispute avec quelqu'un, l'incertitude sur l'avenir, la colère contenue. Laisse tout sortir. Mais voici la clé. Ne le garde pas, ne l'analyse pas, ne le transforme pas en une collection de plaintes. À la fin de la journée, déchire-le, réduis-le en morceaux, brûle-le si nécessaire. Ce qui est écrit là ne mérite pas de t'accompagner le lendemain. Les stoïciens comprenaient le pouvoir de lâcher prise sur ce qui ne sert à rien. Il n'y a aucun sens à s'accrocher à des pensées inutiles. Il n'y a aucun sens à se soucier de choses que tu ne peux pas contrôler. Écrire tes soucis et les détruire est une façon symbolique, mais brutalement efficace, de rappeler à ton esprit qui est le patron. Fais cela chaque jour, et tu remarqueras quelque chose d'étrange. Beaucoup de choses qui hier semblaient être la fin du monde te font rire aujourd'hui. Beaucoup des soucis que tu as écrits disparaissent sans que tu aies besoin de faire quoi que ce soit.
et les quelques-uns qui comptent vraiment, tu les verras plus clairement, sans le brouillard de l'émotion, sans la distorsion de la peur. L'esprit n'est pas fait pour être une poubelle de pensées toxiques. Il est fait pour penser clairement, pour prendre des décisions avec précision. Mais cela n'est possible que lorsque tu lui enlèves le poids mort de l'inquiétude inutile. Ne sous-estime pas cet exercice. Il peut sembler simple, mais c'est l'un des outils les plus puissants pour entraîner ton esprit. Écris, lâche prise, déchire, et continue avec la tête claire, parce que dans la vie, le seul fardeau qui vaut la peine d'être porté est celui qui compte vraiment. 4. Imaginez qu'un sage stoïcien évalue chacune de vos décisions. Imaginez ceci, chaque fois que vous parlez, quelqu'un vous écoute. Chaque fois que vous pensez à prendre une décision, quelqu'un observe. Pas un ami, pas un membre de la famille, pas un inconnu dans la rue. Un sage stoïcien, quelqu'un qui ne se laisse pas emporter par des émotions faibles, qui ne cherche pas de validation, qui ne gaspille pas son temps en trivialité. Il est là, sans dire un mot, jugeant en silence chacune de vos actions. Oseriez-vous vous plaindre devant lui? Lui donneriez-vous des excuses sur pourquoi vous n'avez pas fait ce que vous deviez faire? Lui diriez-vous que vous ne pouviez pas contrôler votre caractère, que vous avez dépensé de l'argent en stupidité, que vous vous êtes laissé emporter par l'impulsion du moment? Non, parce que dans son monde, les mots ne valent rien s'ils ne sont pas soutenus par des actes. La plupart des gens vivent sans se remettre en question. Ils agissent par inertie. Ils disent la première chose qui leur vient à l'esprit. Ils dépensent sans réfléchir. Ils réagissent comme des enfants capricieux, comme si leur volonté était la seule loi qui existe. Mais quand vous mettez un filtre, quand vous imaginez que quelqu'un avec une véritable discipline et un autocontrôle vous observe, quelque chose change. Vous arrêtez d'agir comme un idiot impulsif et commencez à mesurer chaque mouvement. Ceci n'est pas un exercice pour prétendre être quelqu'un que vous n'êtes pas. C'est une méthode pour faire ressortir la meilleure version de vous-même. Demandez-vous, à chaque moment clé de la journée, qu'est-ce qu'un véritable stoïcien ferait à ma place? Un véritable stoïcien ne réagit pas avec colère lorsqu'on l'insulte. Il garde son calme et répond intelligemment ou ignore simplement la provocation. Un véritable stoïcien ne gaspille pas son argent en futilité pour impressionner les autres. Il utilise ses ressources avec sagesse, investit dans sa croissance, dans son indépendance. Un véritable stoïcien ne permet pas à ses émotions de le dominer. Il ne laisse pas la peur le paralyser, la colère le pousser à faire des bêtises, la paresse lui voler son temps. Vous avez deux options. Continuez à vivre comme si personne ne vous regardait, justifiant chaque erreur, agissant sans contrôle, ou imaginez que chaque pas que vous faites est observé par quelqu'un qui exige le meilleur de vous. Pas comme une punition, mais comme une norme. Le respect ne se mendie pas, il se gagne. Et pour le gagner, vous devez commencer à agir comme quelqu'un qui le mérite. Pas quand cela vous convient, pas quand vous vous sentez bien, mais toujours. À partir d'aujourd'hui, vivez comme si vous étiez sous le regard d'un sage. Et quand viendra le moment d'évaluer votre vie, assurez-vous que la réponse ne soit pas la honte. 5. En te levant, rappelle-toi que rien ne t'appartient vraiment. Lève-toi, regarde autour de toi, ta maison, tes vêtements, ton argent, même les personnes que tu aimes. Rien de tout cela n'est vraiment à toi. Tout ce que tu as est emprunté au temps, et à tout moment, on peut te le reprendre. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer, mais plus tôt tu l'accepteras, plus fort tu seras. Le problème de croire que quelque chose t'appartient est que tu deviens faible par peur de le perdre. Tu t'accroches, tu t'obsèdes, et quand tu le perds, parce que tôt ou tard tu le feras, la douleur te déchire. Mais si chaque matin tu te rappelles que rien n'est permanent, tu cesses d'avoir peur. Et quand tu cesses d'avoir peur, tu te libères. Les stoïciens le pratiquaient tous les jours. Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir. Mais pas comme une idée déprimante, mais comme un rappel brutal que chaque possession, chaque relation, chaque moment est temporaire. Tu ne possèdes rien, pas même ton propre corps. Alors, au lieu de t'accrocher, tu apprends à vivre avec gratitude et sans peur. Pense à l'argent. Les gens vivent désespérément pour l'accumuler, pour le protéger.
comme si le chiffre sur leur compte en banque définissait leur valeur. Mais l'argent va et vient. Il peut disparaître du jour au lendemain à cause d'une crise, d'un accident, d'une mauvaise décision. Si tu comprends qu'il n'a jamais vraiment été à toi, tu apprends à l'utiliser intelligemment au lieu d'être son esclave. Pense aux relations. Les gens entrent et sortent de ta vie. Certains amis s'éloignent, certains couples se séparent, certains membres de la famille meurent. Si tu t'accroches en croyant qu'ils seront toujours là, le coup sera brutal quand ils partiront. Mais si dès le début, tu acceptes que tout est éphémère, tu cesses de souffrir pour l'inévitable et tu commences à apprécier ce que tu as dans le présent sans peur de l'avenir. Pense à ton corps, à ta santé. Un jour, tu seras vieux, plus faible, plus lent. Peu importe combien d'entraînements tu fais, combien de régimes tu suis, le temps continue d'avancer. Cela signifie-t-il que tu dois abandonner? Non. Cela signifie que tu dois profiter de chaque seconde où tu as de la force, de la discipline et de la clarté mentale. Rien ne t'appartient. Tout ce que tu as aujourd'hui peut disparaître demain. As-tu peur? Bien, utilise-le comme carburant. Au lieu de vivre avec la peur de perdre, vis avec intensité et objectif. Utilise l'argent pour des choses qui comptent vraiment. Aime les gens sans t'obséder à les retenir. Entraîne ton corps parce que tu le peux, non pas parce que tu crois qu'il sera toujours le même. Si tu comprends cela, le monde ne pourra plus te contrôler. Et celui qui n'est contrôlé par rien est véritablement libre. 6. Fais une tâche désagréable comme si tu étais un moine accomplissant un rituel. La plupart des gens font le strict minimum pour éviter l'inconfort. Ils fuient les désagréments, repoussent ce qui est difficile, se plaignent à la moindre effort. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que la discipline ne naît pas du désir, mais de la maîtrise. Et la maîtrise se forge dans la friction, dans la répétition, dans la capacité à faire ce qui doit être fait, qu'on se sente bien ou non. C'est là qu'intervient la mentalité stoïcienne. Transforme l'agréable en une pratique de contrôle, en un test de caractère. Au lieu de voir les tâches désagréables comme une punition, transforme-les en un entraînement, en un rituel qui façonne ta force mentale. Pense à un moine. Il ne se lève pas à l'aube parce qu'il en a envie, il ne médite pas pendant des heures parce qu'il aime ça, il ne jeûne pas parce qu'il aime avoir faim. Il le fait parce qu'il comprend que chacune de ses actions fait partie d'un processus plus grand. Un rite qui renforce son esprit et le distance des impulsions faibles du corps et de l'esprit. C'est ainsi que tu dois affronter chaque tâche désagréable dans ta vie. Tu dois te lever tôt, ne le fais pas en te plaignant, fais-le avec un but, comme si c'était un rituel sacré. Ouvre les yeux, lève-toi sans hésiter, sans le contrôle absolu sur ton corps et ton esprit. Tu dois faire de l'exercice quand tu n'en as pas envie. Ne pense pas à savoir si tu aimes ça ou non. Pense que chaque répétition, chaque goutte de sueur est un test de ta autodiscipline. Comme un moine en formation, chaque effort est une offrande à la maîtrise de soi. Tu dois travailler sur quelque chose de fastidieux. Ne le fais pas comme une victime qui traîne les pieds. Fais-le avec la présence de quelqu'un qui comprend que chaque action compte, que chaque tâche, aussi insignifiante soit-elle, fait partie d'un système de contrôle de soi. Les faibles voient les tâches désagréables comme des punitions. Les forts les voient comme des entraînements. Et voici le secret. Si tu adoptes cette mentalité, ce qui semblait insupportable devient normal. Mieux encore, cela devient une source de fierté. Parce que tandis que les autres évitent la difficulté, tu l'affrontes avec le calme et la détermination d'un guerrier entraîné. Cette méthode n'est pas symbolique, elle est pratique. Chaque fois que tu fais quelque chose de difficile, au lieu de résister, plonge-toi entièrement dedans. Comme si tu étais un moine accomplissant un rite de discipline et de force. Ne pense pas à savoir si c'est agréable ou non. Pense que c'est une opportunité pour te retenir. Les stoïciens comprenaient que le véritable contrôle n'est pas gagné lorsque tout est facile, mais lorsque tu peux regarder la difficulté dans les yeux et faire ce qui doit être fait sans hésiter. Alors, la prochaine fois que tu seras confronté à une tâche désagréable, ne fuis pas, ne te plains pas.
Assumez avec la mentalité de quelqu'un qui ne se plie pas à l'inconfort. Fais de chaque effort un rituel. Et quand les autres chercheront des excuses, tu seras trop occupé à renforcer ton caractère. Sept. Fais comme si aujourd'hui était ton dernier jour de vie et observe comment tes décisions changent. Chaque jour qui passe est un jour de moins sur l'horloge de la vie. Il n'y a pas de deuxième chance, pas de rediffusion, pas de garantie sur le temps qu'il reste. Pourtant, la plupart agissent comme s'ils étaient immortels, comme s'il y avait toujours un lendemain pour faire ce qui compte vraiment. Ils continuent à repousser les décisions, à accumuler des regrets et à perdre du temps en futilité sans sens. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Non pas comme une pensée dépressive, mais comme l'outil le plus puissant pour prendre le contrôle de sa vie. Rien ne renforce plus l'esprit que d'accepter la réalité de la mort et de l'utiliser comme carburant. Car lorsque la mort cesse d'être un concept lointain et devient une certitude tangible, toutes les distractions disparaissent. La fierté devient insignifiante, les rancunes perdent de leur poids, la procrastination cesse d'être une option. En vivant avec la conscience que chaque jour peut être le dernier, les excuses sont éliminées. Il n'y a pas de place pour des plaintes absurdes, ni pour des drames sans sens. L'esprit se concentre sur ce qui vaut vraiment la peine. Avancer, apprendre, renforcer le caractère, faire ce qu'il faut faire sans attendre un moment parfait. L'urgence de vivre remplace le confort de la paresse. La plupart se noient dans des soucis inutiles, accordant de l'importance à des choses qui n'ajoutent rien. Ils sont paralysés par la peur, distraits par des problèmes insignifiants, consumés par des rancunes qui ne mènent nulle part. Mais celui qui comprend la brièveté de la vie agit avec détermination. Il ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne se laisse pas emporter par des émotions faibles. Il ne gaspille pas d'opportunités. Vivre avec l'idée que ce pourrait être le dernier jour transforme chaque décision. On cesse d'attendre l'approbation des autres. On cesse d'avoir peur de l'échec. On abandonne le désir de se conformer à des normes vides. La vie est vécue avec intensité, avec direction, avec un but. Memento mori n'est pas seulement une phrase, c'est un principe qui filtre ce qui est inutile et renforce ce qui compte. Celui qui le pratique ne perd pas de temps en plaintes ni en excuses. Il ne se laisse pas dominer par la peur. Il ne repousse pas ce qu'il doit faire. Il vit avec la clarté que chaque seconde compte et agit en conséquence. Le temps ne prévient pas quand il se termine. La différence entre ceux qui laissent une empreinte et ceux qui disparaissent sans laisser de traces réside dans qui comprend cette vérité et l'utilise à son avantage. 8. Dors sur le sol. Une nuit pour te rappeler que tu peux t'adapter à tout. Le confort est un piège. Plus on en profite, plus la vie sans lui devient difficile. Le confort ramollit le corps, affaiblit l'esprit et érode le caractère. Celui qui n'a connu que la chaleur d'un lit et la sécurité d'une routine sans surprise devient esclave de la peur de l'inconfort. Les stoïciens comprenaient que la seule façon d'être vraiment fort était de s'exposer à l'adversité avant que la vie ne l'impose. Ils n'attendaient pas la pénurie pour apprendre à vivre avec peu, ni la crise pour entraîner la résistance. Ils pratiquaient la dureté, volontairement, pour que lorsque le véritable coup arrive, ils ne soient pas trouvés faibles. Dormir sur le sol une nuit n'est pas un sacrifice, c'est un entraînement. Le corps protestera. Il ressentira la dureté du sol, le manque d'abri, le choc contre l'absence de confort. L'esprit s'excusera, essaiera de convaincre qu'il n'y a pas besoin de le faire, que le lit est là, disponible, en attente. Mais c'est précisément ce test qui forge le caractère. Résister à l'envie de céder est le véritable exercice. La capacité d'adaptation est ce qui sépare les forts des fragiles. Celui qui dépend du confort, du luxe, de la routine établie, vit dans la peur de le perdre. Mais celui qui sait qu'il peut dormir sur le sol et se lever le lendemain avec la même détermination comprend que la véritable force ne vient pas de l'extérieur, mais de l'esprit. Dans un monde où tout le monde cherche à éviter le moindre malaise, être capable de supporter l'inconfort sans se briser
est un avantage brutal. Rien dans cette vie n'est garanti, ni la stabilité économique, ni la sécurité d'un foyer, ni la certitude de l'avenir. Celui qui n'est pas préparé à perdre ce qu'il a vit avec l'anxiété que tout peut s'effondrer à tout moment. En revanche, celui qui a appris à supporter la dureté de l'essentiel marche sans peur. Cet exercice n'est pas symbolique, c'est un véritable test. Dormir sur le sol une nuit signifie sortir de la bulle de confort, observer la réaction du corps, affronter la résistance de l'esprit et prendre